bonjour, Micheline Bourque ici, sommet du livre Affaires. Je ne pouvais pas ne pas être dans un bar pour faire une entrevue avec Nicolas Duvernois. Alors nous voilà, il nous a recommandé une place très spéciale, on va en parler tout à l'heure. On est à la brasserie Bernard dans Outremont. Et on va parler bien sûr de son livre Entrepreneur à l'état pur. Quand j'ai choisi ce livre-là, parce que c'est moi qui l'ai choisi. OK, génial. Alors, pour faire partie de la programmation, j'ai dit qui je devrais inviter pour lire ce livre-là. Et là, c'est Antoine Bonicalzi qui est apparu. Alors, pour les gens qui, exceptionnellement, ne vous connaîtraient pas, on prend quelques secondes pour vous présenter. Donc, Nicolas Duvernois, qui êtes-vous et que faites-vous? Donc, je suis un jeune entrepreneur, encore jeune. Il paraît que c'est jusqu'à 40, la jeunesse. Donc, je suis encore jeune. Non, mais quand tu vas arriver à 40 ans, tu vas dire que c'est pas... un ex-jeune entrepreneur. Et puis, je suis propriétaire et fondateur donc, de Pure Vodka et Romeo's Gin. Et j'ai lancé mon livre tout dernièrement, Entrepreneur à l'état pur, qui raconte surtout mon histoire, mais qui raconte ma passion sur l'entrepreneuriat aussi. Excellent. Merci, Nicolas. Finalement, on peut se tutoyer. Ben Nicolas, oui, on est plus du genre. Puis surtout que moi, je connais bien Antoine. Antoine, prends un instant pour te présenter. Moi, je te connais bien, mais dis aux gens ce que tu fais. Donc, Antoine Bonicalzi, je suis surtout consultant et formateur en marketing web. Donc, j'aide des entreprises à se démarquer sur le web, puis à aller générer des clients, des prospects et tout ça. Et puis, j'ai monté ma propre boîte que j'ai vendue récemment. Donc, je travaille maintenant pour l'agence qui a fait l'acquisition de mon agence. Et en même temps, je suis en train de planifier mes prochains projets entrepreneuriaux. Excellent. Merci. Alors, tu avais le profil parfait pour moi. Oui, c'est ça. Là, je ne savais pas, mais c'est génial. Tu as un petit côté entrepreneur, t'aimes le monde des affaires. Je me suis dit que Nicolas, avec son histoire, parce que Nicolas, les gens ne savent pas, mais le gars, il a 32, 33, 32? Non, malheureusement, j'ai 35. 35 maintenant. J'aimerais avoir 32. Alors, 35 ans. Alors, là, il commence vraiment à vieillir. Oui, je sais ça. Et Antoine est dans ces âges-là aussi. Alors, c'est deux jeunes hommes fort dynamiques. Donc, Entrepreneur à l'état pur, c'est l'histoire de Pure Vodka et tout ça. Moi, je l'ai choisi parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui est très, entre guillemets, en vogue, mais qui est très nécessaire. Obligatoire. Aussi, hein? Donc, Antoine a préparé toute une série vraiment de questions pour permettre aux gens de découvrir ton livre. Parfait. Idéalement, le trouver suffisamment intéressant pour aller se le procurer, mais au moins s'inspirer de ce qu'il donne. Alors Antoine, vas-y, lâche ton... On se lance? Oui, on se lance. C'est sûr que le but, c'est que ce soit surtout une conversation. Donc, oui, c'est surtout mes notes de lecture, parce que j'ai eu le plaisir de lire le livre. Et d'ailleurs, merci à Micheline de me l'avoir fait découvrir. Là. Merci. J'ai été agréablement surpris. Surtout du côté, effectivement, storytelling. Je pense qu'on va en parler. Tu es un bon storyteller. Donc ça paraissait dans le livre. Puis les leçons qu'on peut tirer aussi à travers ton histoire, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est le fun de voir aussi que ce soit un côté très autobiographique. Quelqu'un qui est quand même jeune. Oui. De pas attendu... C'est exactement ça que je voulais. Là, exactement. Exact. C'est super. Et puis, donc voilà. Donc mes notes de lecture, puis si ça prend d'autres tangentes, c'est parfait. C'est voulu aussi. Mais la première chose que j'ai constatée, pas mal dans le début du livre, dans le fond, tu dis que tu as décidé d'écrire ce livre-là, si on veut, avant qu'il soit trop tard. Donc, tu as voulu, je pense, le faire rapidement dans ton parcours d'entrepreneur. Je pense surtout avant d'oublier les sacrifices que tu as faits et les difficultés que tu as vécues. Là. Moi, je voulais le faire quand les cicatrices étaient encore ouvertes. OK. Je voulais pas attendre d'oublier, ne serait-ce que le moindre petit détail, parce que je trouve que l'entrepreneuriat, on sous-estime le côté humain, mais en arrière de tout entrepreneur, il y a un humain. Et puis comment on le vit, toi qui es en affaires, comment on vit tous ces petits moments qui pour tout le monde ont l'air de rien, mais pour un entrepreneur, c'est la fin du monde. C'est tellement important pour moi, c'était tellement important pour moi de mettre sur papier les micro-détails que quand j'étais en train d'écrire, j'étais comme, est-ce que ça va intéresser le monde? Là, je faisais lire à ma femme qui a vécu tout ce trajet avec moi. Et puis qu'elle dit, ben non, tu devrais le dire. Puis après, à la fin de la lecture, à la fin du livre, quand j'ai fini le manuscrit, elle m'a dit, mon Dieu, t'as oublié la moitié. J'avais déjà oublié la moitié. Oui. Je viens à peine de sortir de... Donc, c'était très important pour moi de montrer le côté humain, jeune entrepreneur. Est-ce que tu voulais en même temps démontrer à quel point justement ça peut être difficile? Est-ce qu'il y avait un peu de ça, de montrer le vrai portrait de l'entrepreneuriat? Je voulais surtout montrer un autre côté, un autre visage de l'entrepreneuriat.
J'adore ce qu'on montre. Les réussites, ça inspire, ça pousse le monde à vouloir le faire. C'est motivant. Mais avant toute réussite, il y a un échec. C'est une obligation. Donc, moi, je voulais montrer le côté échec, puis le côté réussite au début de réussite. Okay. Donc, je voulais vraiment amener un... Tu lis mon livre, je crois, il y a beaucoup de personnes qui me disent à la fin, je suis essoufflé, mais on dirait que c'est comme... je suis en train de le faire avec toi. Oui, c'était ça, moi, je voulais raconter mon histoire à mon meilleur ami. Donc, je voulais faire un livre vivant. Tout comme j'essaie de faire des entreprises ou des produits vivants avec des vraies histoires. Humaniser l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça, un de mes objectifs. Un peu de démontrer l'envers du décor. Total, total. Si on montrait qu'on parle de boulanger, juste le pain une fois fini, on voit pas que le boulanger se lève à 1h du matin pour commencer. C'est fou. Moi, je voulais écrire le 1h du matin jusqu'à 5h. Ouais. Après, lui, il va se coucher, le monde enjoy son pain, comme on dit. Oui. Mais quand le monde boit du pur vodka, ils ont du fun. Mais ils savent pas qu'il y a eu l'enfer pour le faire, ce fun-là. Oui, voilà. Donc, c'est très important pour moi de montrer ça. OK. Est-ce que pour toi, c'est important? Ben, je pense que oui. C'est important d'encourager. Justement, si tu racontes ton histoire à ton meilleur ami, est-ce que ton ami a envie de se lancer, justement, tu veux l'encourager, mais en même temps, tu veux... Je veux l'encourager avec la réalité du marché. Okay. Ou la réalité de l'industrie. Oui. Je crois qu'un entrepreneur ou que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement le futur de notre province ou de notre pays, peu importe, c'est le présent aussi. On a besoin d'entrepreneurs. On a besoin d'entrepreneurs qui prennent les choses en main, entre guillemets, parce que c'est des personnes d'action. Pas des personnes qui attendent un vote ou qui posent beaucoup de questions. Ils agissent. Puis moi, c'est très important pour moi qu'on réalise que l'entrepreneuriat, très jeune, c'est aussi une option dans ta vie. Comment ça se fait qu'à l'école, moi, on me disait que je pouvais être architecte, ingénieur, mécanicien, dentiste, mais on m'a jamais dit, tu sais quoi, tu peux être entrepreneur. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat à l'université, donc j'ai perdu, à 23-24 ans, donc j'ai perdu 8-9 ans. Mais à l'université, tu n'as pas étudié en entrepreneuriat. Non. Okay? Non. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, tu m'excuseras, parce que, tu sais, quand tu as voulu revenir après à l'université puis aller vraiment dans des études business, MBA et tout ça, on en reparlera sûrement tout à l'heure. Mais une des questions que moi j'avais justement, c'est que tes études universitaires n'étaient pas en entrepreneuriat, mais certainement qu'elles t'ont aidé aujourd'hui pareil. Mais moi, ça a toujours été très important pour moi, la scolarité, malgré le fait que je n'étais pas bon à l'école. Mais je savais que c'était l'ultime plan B. Ouais. Moi, j'ai besoin de plan B dans la vie et de C et de D. Je suis terrorisé toujours de tout perdre. Donc, quand je sais que j'ai un plan B, je suis beaucoup plus à l'aise. Et l'université, pour moi, c'était l'ultime plan B parce que je me disais, si je perds tout dans la vie, je ne pourrais jamais perdre ce fameux papier qui prouve que je vaux quelqu'un à quelqu'un qui engage. Okay. Donc, ou que je vaux quelque chose plutôt à quelqu'un que j'engage. Et c'était très important pour moi d'aller le plus loin possible, sans nécessairement pression familiale. C'était pour moi. Oui. Puis je suis quelqu'un de très curieux, donc oui, j'avais pas des bonnes notes, pas parce que j'étais pas intelligent, parce que justement j'étais trop curieux. Moi, je regardais à droite, à gauche. Le prof parlait, là, il y avait un oiseau qui était sur l'arbre, là, je regardais l'oiseau à travers la fenêtre. Donc, c'est pour ça que c'était pas nécessairement pour moi, sauf que j'ai voulu le faire parce que ça me permettait, un, d'avoir un plan B, puis deux, d'assouvir ma curiosité. Et Dieu merci que j'ai pas réussi à étudier en administration ou en gestion, parce que ça m'a obligé à me créer moi-même, à ne pas tomber dans le copycat, entre guillemets, de faire ce que les autres font parce que ça marchait, puis je crois que je devrais le faire. Et ça m'a permis de bâtir, je crois, de me bâtir pour moi-même une vision de l'entrepreneuriat qui est complètement différente parce que je savais même pas c'était quoi un entrepreneur. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, pour une jeune personne qui veut lire ton livre, je trouve que le fait que tu n'aies pas étudié en affaires, et comme tu le dis si bien, j'ai appris à être en affaires par moi-même, par l'expérience, mais les études, c'était quand même important. Puis je trouve ça un message intéressant pour les jeunes personnes qui aspirent à ça. Même si vous ne faites pas un bac en affaires, ça ne vous empêchera pas éventuellement de devenir entrepreneur. Mais surtout, ne pas faire un bac en affaires. Je veux pas... Non, mais je veux pas dénigrer ce qu'ils font, au contraire. Mais je crois que... Tu sais, dans quel livre ou dans quel cours, dans un bac en affaires, ils te disent de comment trouver de l'argent pour payer ton employé quand tu n'as pas d'argent.
Mais l'entrepreneuriat, c'est surtout ça. C'est pas un fichier Excel qui dit combien tu as de revenus, combien tu as de dépenses. Non. Ça, c'est une job de comptable. Comptable, pas un entrepreneur, nécessairement. À l'école, on apprend à bâtir une carrière. On n'apprend pas à tout faire pour atteindre un objectif. Puis c'est parce que c'est humain. Il n'y a aucune école qui peut apprendre ce qu'un humain peut faire. Ils peuvent nous donner des bonnes balises, savoir lire les états financiers, savoir comprendre l'importance des fluctuations du taux de change. Mais ça, c'est des petits ingrédients dans la recette. Donner des outils. Exactement, c'est des outils. Souvent, on dit que étudier en business, étudier en affaires, ça peut faire de toi un bon employé dans une entreprise. Exactement. Peut-être pas nécessairement un bon entrepreneur. Ou un bon, comme on appelle un intrapreneur, quelqu'un qui travaille très bien à l'intérieur même d'une entreprise, quelqu'un qui a l'entreprise à cœur. Je dis pas que ne pas aller en administration c'est pas ça que je dis. Mais si je regarde, surtout aujourd'hui, maintenant que j'ai beaucoup de connaissances dans les jeunes Québécois qui réussissent, il n'y en a pas un qui a étudié en affaires. OK. Ah, OK. Ça veut pas dire, tu sais, j'essaie pas de faire de corrélation, mais je me dis, bon. C'est une coïncidence. Ce qui me rassure, c'est que c'est pas une obligation. Oui, voilà. c'est ça. Donc, c'est surtout ça. Voilà. Très bien. Ça m'a fait penser à une question. Quand on dit que c'est pas nécessairement à l'école que l'entrepreneuriat va être inculqué ou encouragé, je pense que dans la plupart des familles québécoises, ou en tout cas québécoises francophones, c'est mon expérience aussi, mon point de vue, c'est rarement aussi valorisé ou inculqué ou un certain réflexe. Est-ce que tu as constaté qu'il y a certaines cultures qui font peut-être un meilleur travail à inculquer justement l'entrepreneuriat à leurs enfants? Mais je dirais que quand je regarde ça, quand je regarde l'entrepreneuriat de haut, je regarde qui réussit au Québec mais ailleurs, je dirais que nous on a la chance, toi puis moi, là, on est deux hommes blancs en Amérique du Nord. On a tout pour nous. On a toutes les portes ouvertes. Et même femmes blanches, mais surtout hommes blancs. Je suis d'accord. Je regarde les immigrants, les nouvelles générations, la première génération d'immigrants. Ils arrivent ici, ils sont bien. Ils ont tout à gagner. Eux, ils ont une raison de se lancer en affaires pour améliorer leur propre sort. Nous, on est au cégep, on est à l'université. On n'a pas de discrimination raciale ou sociale. Donc, nous, c'est un luxe. Nous, on a un luxe. On part avec une longueur d'avance. Les autres, ils arrivent dans un nouveau pays. Moi-même, fils d'immigrants, mon père vient de France. T'es arrivé ici, à peine 200-300 $ en poche, un diplôme pas reconnu, une langue qui, quoi qu'on dise, qu'on parle tous le français, complètement différente. Oui. Une société complètement différente, ben, il fallait se bâtir, il faut se bâtir. Donc, quand tu es dans cette situation-là où tout ce que tu peux faire, c'est juste améliorer ton sort, ça te... pas que ça facilite ta tâche, au contraire, mais ça te pousse à être un entrepreneur parce qu'un entrepreneur, ça se fait lui-même. Ouais, ils ont souvent besoin de se faire eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas acceptés tels quels dans la société dans laquelle ils sont. Mais je te dirais qu'au Québec, il commence à avoir un petit changement d'attitude ou de regard par rapport à l'entrepreneuriat, et ça grâce à des émissions populaires comme Dans l'œil du dragon, ou des émissions qui mettent de l'avant des entrepreneurs. Je pense que ça a du bon. Oui, c'est sûr. Ça a du excellent. Oui. C'est un show télé, on s'entend, mais finalement, on voit quelqu'un autre que juste un chanteur. Ou quelqu'un dans une maison fermée là, qui dit rien. Oui. Là, on voit un entrepreneur qui investit ou pas dans la vraie vie, je m'en fous. C'est le concept. C'est le fait de... Doser, c'est ça. Exactement. Donc, je crois que ça change. Je crois que ça change. Puis moi, je le vois moi-même. D'un point de vue, je suis un jeune entrepreneur. Et puis souvent, je me fais reconnaître dans la rue ou dans les restos, tout ça. Puis le monde se dit, oh, wow, tu sais, félicitations. Oui. Je crois pas qu'il y a 20 ans, quelqu'un qui se lance en affaires aurait eu ça. Ça, c'est vrai, ça. Donc là, le monde reconnaît que l'entrepreneuriat, c'est aussi un effort. C'est pas juste ça. Il était riche, ou ce que je n'étais pas, ou il était chanceux, ou son père avait une business. Ou on commence à comprendre que l'entrepreneur, c'est un athlète de très haut niveau. Ouais. Mais ce que je vais me permettre, Antoine, c'est que moi, une des choses que j'ai beaucoup aimé en lisant votre livre, puis j'ai eu l'occasion d'assister à une de tes conférences aussi, Nicolas, qui était excellente. Tu es vraiment un storyteller naturel. Là. C'est le rags to riches story un peu. Là. On utilise l'expression américaine, mais
ce que le livre relate aussi, c'est certainement la persévérance et tout ça, mais c'est que ça explique que toi, pendant combien d'années, tu as été laveur de plancher à l'hôpital Sainte-Justine, et c'est comme si tu bouches acadienne, tu as toffé la run, donc tu l'as fait et tu l'as fait et tu as resté. Et ce que j'ai aimé de cet exemple-là, c'est que pour toi, laveur de plancher, tu étais honoré de le faire. Tu étais fier de ça. Puis je trouve que ça, c'est également un exemple pour moi dans ton histoire, qu'on peut être laveur de plancher et la prochaine fois que vous verrez un laveur de plancher, ne jamais le sous-estimer. Il y a peut-être un autre Nicolas Duvernois qui est en train de mettre de l'argent de côté pour créer sa propre entreprise, puis qui est très heureux et honoré de faire de ce métier-là. Donc ça, j'ai aimé, moi, ce petit volet-là de l'histoire qui m'a beaucoup touchée, qu'on a tendance à sous-estimer les gens. On juge. On les rétrograde parce qu'ils sont ceci ou cela. Puis c'est sûr que sur la liste de choix de carrière, on ne choisit pas de devenir un laveur de plancher. Mais mine de rien, toi, ça t'a permis de t'amener vers ton rêve, surtout que tu as quitté et tu es revenu. Oui. Donc ça, j'ai trouvé cette anecdote-là particulièrement... on juge beaucoup, c'est normal, parce qu'on est tous en train de se poser des questions. On voit un jeune qui lave le plancher, on se compare. Mais je dirais, moi, je suis un très, très, très fier laveur de plancher, très fier Sainte-Justinois, je ne sais pas si ça se dit. Je suis né à Sainte-Justine et j'ai lavé les planchers de Sainte-Justine, donc je la connais à l'hôpital. Mais je dirais que c'est un peu, quand je dis que c'est un athlète, un entrepreneur, Alexandre Bilodeau, par exemple, c'est un bel exemple. On le voit, beaucoup de personnes ont découvert parce qu'il a remporté une médaille d'or. Mais les 15 ans avant, où il se cassait la gueule sur les pentes de ski à faire des pirouettes, je ne sais pas comment il fait, là. On n'en parle jamais. Donc moi, j'aime toujours parler, oui, de la médaille d'or, mais surtout du chemin. Surtout Alexandre Bilodeau, qui est un exemple exceptionnel, autant familial que professionnel, qui n'a jamais abandonné l'école, qui a écoutez, 2 médailles d'or. C'est vraiment un héros canadien à son meilleur, c'est vraiment lui. Donc, je trouve que on devrait arrêter de voir la finalité, mais voir le chemin. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Bien d'accord. Ben, plus que tu as abordé le sujet de passer la mop à l'hôpital, qu'est-ce que tu peux identifier que ça t'a appris? Parce qu'on parle de discipline, de persévérance, etc. Je ne vais pas t'enlever les mots de la bouche. Non, mais la première chose que ça m'a appris, je te dirais que c'est le côté humain. Okay. J'arrête pas de revenir sur l'humanisme d'un entrepreneur. Mais quand tu vois un enfant malade, tu n'en as pas de problème, toi. Tu n'en as pas de problème. Okay. Et ça m'a énormément aidé à accepter le fait que ça a pris autant de temps de réussir. Ça me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas. Parce que c'était rien ce que je faisais. C'est quoi mon problème? Hein? C'était rien ce que je faisais. C'est intéressant. Mais moi, ce que je voyais dans cet exemple-là aussi, tu pourras me corriger, là, mais laver les planchers, c'est aussi la possibilité de méditer, justement, dans le sens que tu peux réfléchir. Donc, puis avoir le loisir de réfléchir, là, on ne l'a pas beaucoup, ce loisir-là. Moi, je travaillais de soir et de nuit. Tu sais, on n'a pas le temps de réfléchir. Non. Moi, je travaillais de soir et de nuit. De soir et de nuit dans un hôpital, ben, tu laves des bureaux, des cliniques. Tu ne laves pas les chambres parce qu'il y a des patients dans les chambres. Donc, tu es seul. Peut-être que ça m'a amené énormément aussi de ce côté-là, côté personnel, ce côté introspection, ce côté de pouvoir travailler dans un emploi qui ne nécessite pas nécessairement une énorme concentration, bien sûr il faut que tu fasses vite, mais qui me permettait de travailler tout en réfléchissant, ce qui est un luxe aussi. Mais moi je trouve que c'est un luxe énorme de réfléchir, puis je trouve qu'on n'a pas le temps de faire un recul, alors que toi, tu me corrigeras encore une fois, mais dans les différentes étapes de ton évolution, tu as été capable de réfléchir. Donc nous, quand on a 1 heure ou 2 pour prendre une décision, toi, tu avais toute la nuit pour la prendre. Oui, parce que j'avais pas quelqu'un nécessairement à qui parler, à répondre. Si j'avais travaillé dans un GA à faire des sacs d'épicerie, mais t'es en permanence en train de parler à quelqu'un, c'est le chaos total en permanence. T'as pas une minute pour toi. Moi, j'adorais. Puis, d'ailleurs, certaines journées, ça me manque. Ça me manque de partir. Quand je travaillais de soir, je partais à 3h30 de chez moi. J'arrivais à 3h55 à l'hôpital. Je commençais à 4h. De 4 à 6, 7, bon, il y a du monde, mais à partir de 7, c'est le silence total. Les visites sont terminées. Les visites sont terminées. On a normalement 2 étages et demi, 3 étages, là, tout dépendant où tu es, à laver. Puis
Il n'y a pas de bruit. Le seul bruit que tu as, des fois, c'est l'ascenseur qui ouvre. Des fois, les portes ouvrent pour rien. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, ces trucs-là. Tu t'attends toujours avec quelqu'un dedans, il n'y a personne. Mais j'aimais ça. Ah, j'aimais ça. Puis moi, moi, j'aime ça quand c'est propre. Donc, j'étais la personne parfaite pour ce job-là parce que j'aime ça quand c'est propre. Ça ressemble bon. Donc, non, moi, ça m'a apporté beaucoup plus qu'un salaire. Ça m'a apporté beaucoup plus qu'un salaire. Un bon point, Micheline, que tu dis, parce que j'ai l'impression que, on va peut-être en reparler, mais beaucoup de gens qui se lancent en affaires ont un travail à temps plein, en tout cas, une façon de payer les factures et essaient de trouver du temps et de l'énergie en dehors. Oui. Donc, toi, c'est ce que tu as fait. Je suis pas certain, mais je pense que dans le livre, tu parles de ça comme une espèce d'avantage, presque aussi. Mais c'est sûr que si on a un travail qui est très intellectuel, peut-être qu'on n'a peut-être pas autant d'énergie intellectuelle après. Absolument, moi je trouve que c'est important ça. Oui, définitivement, parce que tu sais, on peut pas être des surhumains, même si on veut tous l'être. C'est ça. À un moment donné, tu es épuisé mentalement. Et puis, si tu parles à quelqu'un pendant 8 heures de temps pendant ton chiffre, quand tu rentres chez toi, tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas envie de réfléchir. Exactement. Tu as compris que moi, j'étais jalousée cela. J'étais jalousée cela. Puis je pense qu'ils cherchent du monde à Sainte-Justine. Oui, ils en cherchent en permanence, ils agrandissent. Je vais y passer. Je voulais parler, c'est drôle, dans un restaurant, justement de ton expérience dans la restauration. Je pense, si je ne me trompe pas, ta première business. Échec catastrophique. Échec. Probablement un échec qui était nécessaire, j'imagine. Moi, j'appelle ça un échec positif. OK. Oui, ça a été, souvent, on voit l'échec comme négatif. Oui. Moi, finalement, ça a été très positif parce que, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Que ça marche ou pas, c'est pas grave. Je dis souvent, c'est pas nécessairement le premier qui arrive qui gagne. C'est celui qui ose qui gagne. Donc, j'ai osé de me lancer en affaires, ça n'a pas marché. OK, next. Et deuxièmement, j'ai découvert la vodka au restaurant. Okay. Donc, sans cet échec-là, j'aurais pas découvert mon succès. Voilà. Donc, finalement, c'est l'échec le plus positif de l'histoire. Donc, tu as trouvé une opportunité finalement qui était très liée. En fait, tu as identifié un manque de par tes activités au restaurant. Exact. Est-ce que tu penses que c'était, je pense que tu vas dire oui, mais est-ce que tu penses que cet échec-là était nécessaire au succès de Pur? Nécessaire au succès de Pur, oui. Okay. Plus large, j'espère qu'un échec n'est pas nécessaire pour réussir. Parce que ça fait mal échouer. Oui, ça fait mal. Mais la vie et les exemples me prouvent souvent le contraire. Je crois que l'échec on parle beaucoup d'échec ces temps-ci parce qu'il y a une valorisation de l'échec pour essayer de montrer que c'est normal. J'ai un peu peur avec ce discours-là. Je crois plus que l'échec a un avantage, c'est qu'il fait tellement mal que la deuxième fois, tu fais tout pour pas le revivre. Ça, je crois que c'est le seul, selon moi, avantage à l'échec. Et si tu es assez intelligent pour apprendre de ton échec, bon, ça c'est un plus, mais ça fait mal échouer. Ça fait mal, mais j'aime beaucoup ce sujet-là. C'est un des autres aspects parce que abandonner, c'est une chose. Vivre un échec, c'est un autre. Puis dans le livre, vous parlez beaucoup qu'il ne faut pas abandonner, mais des fois, on est obligé d'abandonner. Et ce n'est pas nécessairement un échec. Non. C'est juste que c'est pas fait pour nous. Non. Ce n'est pas... Vous avez découvert, tu as découvert que toi, la restauration, c'était pas ta soupe. Puis je le dis souvent en conférence, il y a une immense différence entre abandonner et savoir quand arrêter. Moi, le restaurant, j'ai pas abandonné, j'ai su quand arrêter. C'est ça. Et ça, il faut faire une différence. Abandonner, ça se fait pas. Savoir quand arrêter, ça se fait. C'est ça la nuance. Je me rappelais pas comment tu l'avais dit, mais c'est excellent ça. Abandonner, c'est une chose. Savoir quand arrêter, c'est une autre. C'est excellent ça. C'est tellement... Moi, je trouve ça vraiment bon. Ça. Il a arrêté une entreprise qui ne fonctionnait pas, mais il n'a pas abandonné son rêve. C'est ça. Mais je trouve que les gens, des fois, ils ont peur. Tu sais, moi, ça fait 20 ans que je suis à mon compte et plus. Je fais pas fortune, mais je gagne ma vie, puis je suis heureuse dans ce que je fais. Puis tu le dis bien, on va l'avoir, la situation, ma préférée, je l'ai à la fin, là, c'est que pour ceux, puis c'est pas juste pour les jeunes, ça. Non, il y a beaucoup de gens qui veulent aller à leur compte, créer leur petite entreprise. Et l'âge, c'est un facteur, mais c'est pas le facteur. Vraiment, c'est la possibilité de prendre le risque, d'oser, d'accepter qu'il faut peut-être quitter ou peut-être recommencer, mais c'est possible. Mettre un point final, ça fait mal. C'est beaucoup de travail. Mais des fois, il faut le faire. C'est beaucoup de travail. Et la persévérance, c'est une des grandes qualités des gens qui arrivent
entre guillemets, réussi. Hein. Oui, exactement. Oui, entre guillemets, parce que vous dites, vous ne faites pas une fortune, mais moi, j'aimerais qu'on change la définition du succès. Le succès n'est pas monétaire. Non. Bon, c'est le fun de faire de l'argent, mais moi, en tout cas, moi, je le vois pas du tout. Moi, la réussite, je la mesure en fonction de la capacité des gens d'être heureux. Oui, du bonheur. Et si tu es capable d'être heureux, moi, je m'en fous ce que tu fais dans la vie. Total. Et tu es la personne que j'admire le plus parce que tu as trouvé la formule pour toi. Exact. Et les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont malheureux, on en voit plein qui se suicident. Hein? Et c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Non. Ça peut être, on en veut tous, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'a pas, on pense que c'est ça, mais c'est parce qu'on pense toujours que c'est ce qu'on n'a pas qui va nous rendre heureux. Non, mais c'est pas le cas. Ok, c'est bon, Antoine. Ça va pas pire, moi, je trouve. Pas pire, pas pire. On vient chercher les bonnes choses. Est-ce que je te laisse continuer? Ben, je trouve que c'est bien et c'est relativement facile parce que Nicolas ne cache rien dans son livre. Non. C'est ça. Donc c'est vraiment un livre ouvert. Là. Oui. Un mauvais jeu de mots. Mais les leçons tirées de ta vie ne sont aucunement cachées dans une... Je voulais pas. C'est évident. Quand je lavais le plancher à l'hôpital, je disais pas trop... Je racontais pas mon histoire à mes amis parce que bon, c'est trop compliqué. Tu sais, des fois, c'est trop compliqué. Quand tu sors du lot, là, je lave le plancher à temps plein. Ma femme, ma copine, Caro, me faisait vivre. J'avais pas une scène. J'étais toujours en train de demander de l'argent à mes parents. Tu sais, t'as pas envie de raconter ça quand tu le vis. Mais une fois que je l'ai surpassé, une fois que j'ai surpassé ces moments-là, je me suis dit, je peux pas faire comme beaucoup trop de personnes et ne rien dire. Il faut que je dise c'est quoi la réalité. Et puis, c'est ma thérapie. Moi, quand je fais une conférence, c'est ma thérapie. Ce livre-là est thérapeutique. Mais écrire ça, mes meilleurs amis lisaient ça. Ils disaient, je suis comme non. Ils disaient, pourquoi tu m'as pas demandé de l'argent? Je dis, mais non, je voulais pas vous demander de l'argent, je voulais le faire. Mais que ça m'a fait du bien d'écrire ça. Super. Mais une des choses aussi, Nicolas, puis je dis Nicolas, c'est Nicolas. Hein? On a tous nos qualités. Toi, tu en as plusieurs. J'ai beaucoup de défauts aussi. Oui, ça c'est sûr, mais on a tous des qualités. Et une des qualités, c'est l'écriture. Alors, moi, j'ai trouvé que pour un homme qui n'avait pas écrit de livre, que tu t'étais fort bien débrouillé. Merci, c'est gentil. C'est très anecdotique. Donc, tu es un homme, tu es un storyteller. Hein? Tu es un raconteur d'histoire et on embarque dans ton histoire. En conférence, tu es extrêmement vibrant, voire même... on pourrait passer 3 heures sans problème à chaque anecdote. On a envie de lire. Toujours des anecdotes. Ah oui, puis c'est une après l'autre, puis c'est vraiment, puis les gens l'apprécient. Je l'ai vu moi en personne. Donc ça, l'écriture, c'est quand même un atout. C'est un grand atout comme communicateur. On sait qu'aujourd'hui, peu importe notre entreprise, peu importe ce qu'on fait dans la vie, le fait de pouvoir communiquer et de comprendre l'impact de la communication, c'est aussi un grand atout. Puis, Antoine, toi aussi, tu es un excellent communicateur. Tu n'as pas encore de livre, là, mais tu es un excellent vulgarisateur, tu es un excellent communicateur. C'est une belle qualité à avoir. Ben moi, j'ai découvert l'écriture en écrivant mon livre. Je suis tombé en amour avec l'écriture. J'ai écrit une chronique tous les mercredis dans Les Affaires, lesaffaires.com. Je suis en train d'écrire mon 2e livre. Moi, ça vient te chercher pas à peu près, là, comme on dit. C'est fou. Ben, considère-toi chanceux parce que c'est pas tout le monde qui a cette qualité-là. Et toi, tu peux l'exploiter, donc bravo. Et bonne continuité dans ce sens-là parce que pour moi, c'est un livre qui se lit vraiment avec plaisir. Merci. Au niveau de l'écriture, au niveau de la séquence et tout ça, j'ai trouvé que c'était bien. C'est aussi un livre, c'est pas un gros livre, là, non. C'est un petit livre là, avec une petite série de recettes à la fin là, pour apprécier l'alcool. 175 pages, 160 pages, ça se lit très très bien. Pendant qu'on parle justement... C'est mon introduction au monde de l'écriture. Tu sais, à l'école, il y avait un prof qui m'avait dit un jour, au secondaire, Nicolas, moi je serais surpris si un jour tu finis de lire un livre. Imagine-toi. Quand j'ai reçu mon premier livre de l'impression, j'ai dédicacé à ce prof-là, j'ai dit, j'ai toujours peut-être pas fini de lire un livre, mais j'en ai écrit un à la place. Ça c'est bon. Et puis, il m'a pas répondu. Okay. Mais ça m'atteignait pas nécessairement. Ouais. Mais comme quoi, chacun a son chemin différent, chacun a son... Mais c'est ça, mais c'est qu'on faut travailler avec ses forces. Ouais. Toi, t'es chanceux, t'as celle-là. À mon avis, c'est un grand atout. Et
Bravo. Alors, tu es Merci. capable de communiquer ta passion, tu es capable de communiquer ton histoire et tu es capable d'agir comme une personne. Tu vois ici sur la couverture, un bel exemple pour la jeunesse en affaires. Donc, bravo pour l'association avec Desjardins. Oui. Ça m'amène à parler un petit côté de Anne Marcotte. Je pense que je la connais pas personnellement, mais c'est sûr qu'on la connaît de réputation. Je pense qu'elle t'a donné un fier coup de main. Énorme. Elle a certainement vu ce potentiel-là chez toi. Ben, Anne Marcotte, ça a été la première personne au Québec à faire une émission entrepreneuriale à la télévision avec la série Voir Grand.tv. Ça a été la première personne qui m'a mis à la télévision à travers la saison 3 de Voir Grand.tv que j'ai eu l'honneur de remporter. Et depuis, on ne s'est jamais lâché. On a les deux une passion pour l'entrepreneuriat personnel et une passion pour l'entrepreneuriat collectif. On veut que les entrepreneurs réussissent et on ne se lâche pas. Non, mais c'est un beau duo. Puis elle a vu voir, tu vois, il n'y a pas juste moi qui l'a vu, elle aussi, elle l'a vu. Elle l'a vu avant toi. Moi, je pense que oui, ouais. Mais elle avait plus à offrir aussi. D'autres choses? Oui, je suis curieux, Nicolas, au point de vue business. C'est-à-dire, je me pose souvent la question quand je vois un entrepreneur écrire un livre. Oui. Et toi, dans ton cas, c'est livre, conférence, deuxième livre, donc tu sais, vraiment un côté créateur de contenu. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est complètement une autre business ou c'est un des meilleurs moyens de promouvoir ta business actuelle? Alors, comment tu vois ça? c'est un mélange. Au début, il n'y en avait pas de réflexion. OK. C'était pas comme « Ah, je vais promouvoir l'entrepreneuriat » ou « Ah, je vais peut-être faire de la pub pour mes produits. » Je suis devenu par défaut un produit de ma propre entreprise. Un produit qui n'a pas... Oui, un livre, bon, ça se vend, mais j'ai rien à vendre. Moi, je veux partager une passion. Si tu aimes ma passion, tu m'entends en conférence, tu t'achètes une bouteille de vodka, franchement, ça, c'est la vie qui est vraiment bien faite. OK. Ça, c'est un bonus pour toi. Oui, parce que je ne vais pas faire une conférence là, je pars là, en Autriche pour vendre une bouteille. J'ai pas de bouteille à vendre en Autriche. Donc, c'est vraiment un hasard de la vie est bien faite des fois. C'est un hasard. La vie me redonne. Je crois que c'est mes années de lavage de plancher qui me redonnent. Il y a un petit moine dans toi, là. Un petit côté moine. Un petit côté moine, peut-être, parce que j'adore le vin, le champagne et le fromage. Donc, c'est pas loin des moines. Et la bière, sûrement. Et la bière, oui. Et le chocolat. Bref, ils ont tout, eux. Sauf les femmes, on va se le dire. Mais non, je crois que quand on est passionné, on est gagnant. Que je vende une bouteille de plus grâce à une conférence, quelqu'un m'achète un livre ou que juste quelqu'un me trouve intéressant et puis a envie de parler avec moi, ben, je suis gagnant. Puis ça me dérange pas si je vends pas de livres, si je vends pas de bouteilles, à cause d'une conférence. Bien sûr, dans ma business, il faut que je vende des bouteilles. Oui. Mais je fais pas ça pour ça. Puis si je faisais ça pour ça, ça se verrait. Puis ça marcherait pas. Et honnêtement, je t'aurais probablement dit que c'est pas la meilleure façon de vendre le Ouais, en plus, ouais. Parler que je lavais les planchers pour vendre un produit de luxe, bon. Mais OK, donc c'est pas quelque chose qui était calculé, c'est complètement un projet de passion. C'est un projet personnel de passion. Par accident, puis oh mon Dieu, j'aime ça. Oui, exact. Mais c'est le lien avec Anne Marcotte aussi. Oui, c'est ça. Anne Marcotte qui l'a a commencé elle m'a montré c'était quoi l'entrepreneuriat autre que mon entrepreneuriat personnel. Donc c'est vraiment, excellent. Ouais. Autre chose? Oui, il y a un gros sujet là-dedans. Je pense que ça a été une grosse partie de ta réussite dans les moments difficiles surtout. Et tu parles beaucoup de ton système de support, donc les personnes alentour. Ta femme, qui était ta copine dans le temps, et presque un auréole, là. Sainte Caroline. Et ta famille aussi. Oui, énormément. Ils ont beaucoup supporté. Ouais. Donc, moi, j'ai gagné la loterie, moi, quand j'étais jeune, d'être né dans une famille qui croyait autant en mes rêves que moi-même. Ouais. Ça, c'est rare. C'est privilégié. Puis je dis souvent, on ne peut pas réussir seul, on réussit en équipe. Puis ça, c'est une obligation. Même Usain Bolt court tout seul, il doit avoir 15 staff qui le massent, qui le nourrissent, qui s'étirent avec lui ou je sais pas quoi. Personne ne réussit seul. Et moi, j'ai eu la chance de vouloir me lancer en affaires et d'avoir une équipe avec moi. C'est quand même hallucinant, c'est une chance inouïe. Même pas une équipe juste au niveau de l'entreprise. Donc non, c'était presque tout sauf entreprise. Mais c'est encore plus important parce que oui, t'as beau être entrepreneur, t'as une vie. Puis c'était l'équipe de ma vie. C'était ma mère, mon père, ma soeur, ma femme et mes beaux-parents.
C'était ceux qui me permettaient de réussir. Je pense que c'est essentiel pour un entrepreneur d'avoir... essentiel, non, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns qui réussissent vraiment seuls. Ça doit être difficile, mais c'est primordial. Ça devrait être essentiel. Toutes les familles devraient, au lieu de décourager quelqu'un à se lancer en affaires, devraient dire « moi, je suis derrière toi ». Mais une famille, c'est un concept aussi un peu abstrait. Aujourd'hui, on crée sa famille aussi. On n'a pas tous on peut développer on n'a pas tous le privilège d'avoir une famille de sang, une famille de sang, mais on peut avoir un entourage qui nous permette de nous supporter et de croire en nous. Je pense que probablement que tu es plus l'exception que la règle dans son sens-là. Je crois que oui. D'avoir vraiment... Tout le monde croit en moi. À chaque fois et à chaque obstacle, ils n'ont pas abandonné, eux non plus. Non. Et t'ont donné cette confiance-là qui t'a permis d'arriver. Ça m'a donné la confiance parce que seul, je crois pas que j'aurais eu assez confiance en moi. Ouais. Mais c'est voir les autres qui croyaient en moi, j'étais comme... Je le fais pour moi, mais pour le vrai, je le fais pour nous. Même après l'échec du restaurant, ils sont restés moi, j'étais sûr et certain qu'ils allaient dire « OK, juste va trouver une job à Québec. » J'ai fait Sciences Po éthiques, tu sais. Mais non, c'était comme fonce. Okay. C'est fou. Bravo à toi, bravo à ta famille. On les salue, bravo. Merci d'avoir été là pour Nicolas. Ouais, merci. Maintenant, c'est ça, on les remercie. Alors, Antoine, autre question. Allez, on y va, on continue, c'est intéressant. Est-ce que ça a été difficile pour toi, la décision de prendre un partenaire? Oui, très difficile, très difficile. J'ai le meilleur partenaire, Chris, là, pour m'accepter aussi, parce que je suis très difficile. Pure Vodka, c'était mon bébé, c'était ma vie. Oui. Plus que mon bébé, c'était moi. Et accepter de me partager mes rêves, mes idées, ça a été très difficile, ça a été très positif, mais très difficile parce que, c'est sûr que... Tu peux prendre la bouteille? Certainement, oui. Merci. Oui. De recommencer? Oui, non, c'est bon. Donc ça a été très difficile, mais ça a été la meilleure décision que j'ai faite. Oui. Parce que, à un moment donné, justement, tu ne peux pas continuer seul. Et... tu avais peut-être été aussi un petit peu amèrement déçu vis-à-vis de tes partenaires au niveau du restaurant. J'avais choisi le bon, donc ça a été vraiment une excellente décision pour l'entreprise. Ouais. Parce que c'est comme un peu un mariage, là, donc il faut... C'est un mariage. Moi, je dis toujours, un partenaire d'affaires, c'est un mariage sans sexualité. Oui, exact. Ça peut être long des fois. Est-ce que ton entreprise, Pure Vodka, est une entreprise et Romeo's Gym une autre entreprise? C'est les mêmes... c'est les mêmes c'est deux entités? Entreprises... légalement parlant? C'est deux entreprises légalement parlant, mais c'est la même entité. OK, parfait. Excellent. Intéressant. Après tout ce travail-là, comment tu t'es senti quand le SAQ a dit non? L'incompréhension. Ouais. Moi, je n'étais même pas frustré. J'étais comme quoi? Ouais, ça faisait pas de sens. C'est comme si je comprenais pas la loi parce que la loi me permettait de produire un alcool mais pas de le vendre. OK. Donc c'est comme si ici, on a le droit d'ouvrir un restaurant mais on n'a pas le droit de faire à manger. Ouais. Je comprenais pas la réponse. Au pire, tu as le droit de faire à manger, mais tu n'as pas le droit de la vendre. de facturer. Ouais, c'est ça. Donc, l'incompréhension. Mais moi, malgré tout mon parcours là, pas mal chaotique, j'ai jamais été négatif. J'en ai jamais voulu à quelqu'un ou été frustré. T'as pas l'air de genre, en tout cas. Là. Excellent. Alors là, on va toaster à Nicolas et avec son gin. On va en profiter pour raconter l'histoire de Romeo's Gin, parce que tu la relates. Là. Merci beaucoup. Là, c'est pour notre ami Gabriel. C'est bon. Alors... raconte, on va en profiter à la tienne, Nicolas. Bon succès parce que ton lancement va se faire cette semaine. Merci. Alors, succès. Alors, dans ton livre, ton gin, tu nous racontes l'histoire parce qu'on est ici à la brasserie Bernard. C'est une belle que anecdote. Ce gin est né. Incroyable. Donc, moi, je travaille en mots-clés. Avec Pure Vodka, c'était pureté. Ouais. Avec le gin, c'était fraîcheur. Délicieux. Et je voulais que ça goûte la fraîcheur. Ah, c'est bon! Oh, wow! Je voulais que ça goûte la première semaine de mai au Québec, là, qu'on se réveille un peu, là, et que le bon temps arrive. Ben, on est là! Un peu là, exactement. C'est pour ça qu'on lance le gin très bientôt. Ah, wow! Ça faisait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans qu'on cherchait. J'arrivais pas à trouver la recette. Ça me rendait fou. On avait travaillé du gingembre, du pamplemousse, de la bergamote. On avait été partis. Il n'y avait rien. Quelques jours avant que
que ma femme accouche, ma fameuse Caroline accouche. On vient manger ici avec Stéphane Rochefort, notre directeur, notre ambassadeur de marque. Et ma femme prend la soupe du jour au menu. Et la soupe du jour, c'est une soupe du jour froide. C'était en juillet dernier. Il faisait chaud. Elle commence à la goûter. Dans sa tête, elle se dit, mon Dieu, c'est normalement cette soupe-là, c'est frais. Elle me dit, Nick, goûte à la soupe. Je goûte à la soupe. C'était la fraîcheur incarnée. Je suis comme, mon Dieu, on devrait prendre cette soupe, essayer de décliner ça en gin. Ben oui. Eh ben, je vous jure, 36 ans plus tard, on avait le gin. Le gin, c'est la soupe. Donc la soupe, c'est à base de concombre, aneth, lavande, amande et citron. C'est exactement ce qu'il y a dans le gin. C'est vraiment délicieux. Écoute, moi, c'est ça qui me fait flipper l'entrepreneuriat. Voici l'exemple parfait que l'entrepreneuriat, c'est humain. C'est grâce à ma femme, qui était 9 mois enceinte, qui a trop aimé la soupe, qui a commandé le deuxième, et s'est dit, wow. Mais moi, j'aime ça de toi, Nicolas. J'aime ce storytelling-là. J'aime parce que je suis aussi comme ça. Notre vie, c'est une histoire, c'est un roman. C'est un roman où on vit toutes sortes de péripéties qu'on provoque ou qu'on subit. Toi, tu prends plaisir à la vie, tu prends plaisir à l'expérience de la vie, puis je trouve ça intéressant. Puis, peux-tu essayer de reproduire ta face quand tu as goûté le vodka que tu as finalement choisi après combien de 26 différents? Ben là, quand j'ai écouté cette histoire, j'ai dit, ben là, après 26, là, il ne devait plus goûter grand-chose. Non, ben on recrache. Mais ça fait bien, ça devrait être quelque chose. Tu dois avoir la longue moelle à un moment Après donné. 4, ils sont toutes excellentes. Non, on recrache, puis on prend notre temps, puis ouais. Mais ma femme, je crois pas que je pourrais le refaire parce que c'était comme une apparition de la Saint-Pierre. mais je dirais que j'étais heureux. C'était le début d'une grande aventure. Tout le monde était d'accord aussi. Unanime. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est comme dans un film. C'est comme dans un film. Ah, c'est un film. Oh oui. En tout cas, anecdote terminée, parce qu'on vient de recevoir les drinks, je suis un petit peu emballée, là. Je me dégourdis un peu. On en a parlé un peu, mais j'avais noté en lisant que tu parles de ta présence à l'émission de télé, justement, comme un des déclencheurs, un des moments clés dans ton histoire, justement. Puis, après ça, je me suis dit, ben, d'où vient son aisance avec les médias? Ça, j'ai l'impression que c'est naturel un peu. Ouais, je crois que j'aime juste raconter des histoires. Toi, t'es vraiment... J'aime beaucoup parler. T'es aussi le genre « what you see is what you get ». Ah, total. Alors, je pense que si on se rencontre chez Philippe de Gaspé-Beaubien, ou je te rencontre ici, ça va être comme ça. Avec peut-être une belle cravate, mais même encore là. J'ai accepté que je ne sais pas faire de cravate. J'ai abandonné le dossier. Mais... j'essaie, pendant des années, j'ai essayé pas d'être qui j'étais pas, mais tu sais, j'ai plus ou moins pas parlé de qui j'étais, parce que c'était trop complexe. Maintenant que je sais qui je suis, je suis juste qui je suis. Et cette aisance-là, je crois que je dois à mon père qui est journaliste, qui a toujours été en amour avec les mots. Et ça m'a pris 34 ans. J'ai sorti ça à 34 ans. Ça m'a pris 34 ans à réaliser que finalement la pomme n'était pas tombée trop loin de l'arbre. C'est ça. Finalement, je suis peut-être le fils de mon père qui aime parler, quand il parle, tout le monde l'écoute. Et puis moi, j'aime ça, mais en amenant un côté très anecdotique, ludique. Moi, j'ai toujours aimé l'humour, donc je mets beaucoup d'humour dans ce que je dis. Pour humaniser mon discours aussi, parler d'entrepreneuriat, ça peut être plate. Ça peut vraiment être plate. Quand on parle de statistiques et de... Moi, je veux montrer que l'entrepreneuriat, c'est le fun. C'est le fun. Malgré le fait que c'est catastrophique, c'est le fun. Donc, c'est une montagne russe, le monde aime ça, les montagnes russes. Exactement. Sensation. Ouais. En passant, moi aussi, dans la trentaine, je m'aperçois que mon Dieu, je suis le fils de mon père. Avec du recul, puis en vieillissant un peu. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais d'un autre côté, c'est un bon bonhomme, il est heureux aussi. Je me dis que ça va bien. Penses-tu que c'est essentiel pour un entrepreneur d'être la tête d'affiche? Parce que je pense que toi, tu es à l'aise avec les médias, tu t'exprimes, t'aimes cette attention-là. Penses-tu que c'est une qualité essentielle d'un entrepreneur? Je crois pas que c'est essentiel, je crois que c'est un méga plus. Okay. Et ça se fait naturellement, je crois. Je crois pas que ça se
Puis la liberté, c'est un personnage plus grande nature. Même s'il ne voulait pas être dans le spotlight, il aurait été dans le spotlight. Jean Coutu, Cora. Étonnamment, ces deux personnes-là, leur business porte leur nom. Moi, il n'y aura jamais d'alcool, il s'appelle Nicolas, croyez-moi. Je crois que c'est naturel. C'est venu naturel. J'ai pas cherché cogner les portes, je vais faire une conférence. On m'invite à faire des conférences. Je crois que c'est naturel, je crois que c'est un méga avantage qu'on a, pas que j'ai. Parce que je suis un esclave de mon entreprise. Parce que les conférences, j'en fais. Moi, j'ai un petit bébé de 9 mois. Je vois beaucoup plus de monde dans les conférences que mon bébé moi-même. C'est un sacrifice positif, mais c'est un sacrifice. Mais ça me fait vibrer, ça me fait vivre, ça me fait penser, j'espère que, en tout cas au niveau du sommet du livre, là, on a des inscriptions qui viennent de France. En France, je suis allée récemment faire un tour, puis j'ai fait une entrevue là-bas avec un auteur français, parce qu'il y a 6 auteurs français qui font partie du sommet. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi in là-bas. Ouais. Donc, aux Français, on va le lancer en France bientôt. Moi, j'ai la chance d'être 2 nationalités, français et canadien. C'est vrai, ton père est français, ouais. En plus. Ben oui. Et je vais justement parler de la réalité d'un jeune français qui se lance en affaires à l'étranger. Moi, je me sens les deux à 100%. Moi, je suis autant canadien. Moi, je suis autant montréalais, québécois, canadien, outremontais, Saint-Justinois que français. Moi, je mets pas de séparation. Je mets pas de « je suis quoi plus ». Moi, je suis... Tu sais la fameuse phrase « citoyen du monde ». Je trouvais ça quétaine, mais je suis. Ouais. Je suis, moi. Ouais. Moi, avec des Italiens, je m'entends. Avec des Camerounais, je m'entends. Moi, je vois pas de couleur, de race, de sexe. Les frontières, c'est plus nécessaire. Un passionné, c'est un passionné. Je parle avec un passionné, je suis en amour avec. Point final. Donc, j'espère. Nous autres aussi, hein? On est comme ça, Antoine. Quand on parle avec un passionné, on est super bien. On est super bien. Ouais, j'adore ça. Non, mais je crois que j'espère que ce livre-là va me permettre. Moi, j'espère que ça me permet de commencer à voyager en Autriche, en Côte d'Ivoire, à Vancouver, en Martinique, pour faire des conférences. C'est des endroits vraiment le fun. De un, mais de deux, je crois que très souvent, quand on vit des moments difficiles, on se dit « mais pourquoi je fais ça ?» Mais le pourquoi je fais ça me repaye. La vie me repaye en ce moment. La vie me dit « regarde, tu le mérites. » Il ne faut pas avoir peur, d'un moment donné, de mériter quelque chose. Tu sais, je ne dis pas que je mérite le paradis, comme on pourrait dire, mais... Donc, mérites-tu d'être heureux? Mais je crois qu'on mérite tous quelque chose. Et moi, le mérite, ça me permet de voyager à travers le monde et de partager ma passion. Moi, j'ai le même désir que toi avec mon club de lecture, tu sauras. J'espère que mon club de lecture va me faire voyager. Exact. Partout dans la francophonie. Partout dans la francophonie, absolument. Parce que moi, ma passion, c'est le livre. Oui. Et dans ton propos, je me retrouve beaucoup. C'est sûr que toi, c'est du commerce de détail, c'est pas la même chose. Mais la passion, je sais ce que tu veux dire, parce que je l'ai également. J'aimerais revenir sur un autre aspect du livre qui est vraiment intéressant et qui relate beaucoup l'aspect franc de ta personne. Tu es un homme franc, tu dis les choses. Et tu as fait une critique quand même de l'université, de l'enseignement universitaire. Tu as fait une critique du système bancaire, tu as fait une critique du système venant en aide aux entrepreneurs. Dans la critique de l'université, j'ai aimé ce que tu as dit parce que tu brasses un petit peu la cage, puis je pense que je suis d'accord avec toi que les universités ont besoin de se faire brasser la cage. Moi, l'exemple du livre est un excellent exemple parce que les universités, ils publient énormément de livres, mais c'est pas fait pour nous. C'est pas fait pour l'entrepreneur. C'est des livres universitaires qui sont sur des tablettes auxquelles on ne va pas être porté à aller prendre une copie, lire et absorber, parce que le langage n'est pas vulgarisé pour un public d'entrepreneurs, il est fait pour d'autres étudiants, d'autres professeurs. Toi, tu brasses la cage en disant, écoutez, regardez-moi là. Puis je dis, pas dans un sens de se péter les bretelles, mais regardez, moi, je suis entrepreneur,
J'ai voulu aller chez vous. Vous m'avez refusé parce que je n'avais pas des bonnes notes. Pouvez-vous peut-être revoir les critères d'admission et offrir des chances à différentes personnes? Mais je crois qu'autant l'université est gagnante dans le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer en affaires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire bon, ben, je vais aller à l'université et étudier là-dedans. Voilà. Je crois qu'ils pourraient être les grands perdants s'ils n'acceptent pas d'humaniser leur approche, s'ils n'acceptent pas de comprendre que aucune note ne garantit le succès, s'ils n'acceptent pas de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est humain. L'université, des fois, tout sauf humain, c'est très scolarisé dans le côté peut-être négatif du terme. Il faut des notes, il faut ci, il faut ça. Tu peux pas, c'est pas une expérience avec le savoir, c'est une technique du savoir. Je cherche les mots là, mais... Non, c'est complexe, c'est complexe. Mais... Moi aussi, même dans le livre, j'avais beaucoup de difficulté à écrire ça parce que je voulais pas... J'ai en grande estime les universités. Ben oui, les absolument. Qui ont étudié toute leur vie, mais à un moment donné... C'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, c'est pas une carrière, c'est une vie. C'est ça. Une carrière, ça s'apprend. Une vie, ça ne s'apprend pas, ça se vit. Oui, c'est ça. Puis je pense que... Non, mais je pense pas que ta critique... C'est une discipline scolaire. Non, mais Nicolas... Je suis mal à l'aise quand je vois un cours pour devenir entrepreneur. Le cours pour devenir entrepreneur, ça s'appelle la vie. Oui, voilà. Non, mais... Just do it. OK? Mais ta critique n'est pas négative. Elle fait un constat. Regarde, elle encourage les gens à réfléchir autrement. Puis moi, je ne l'ai pas vu comme un... Ben parce que je crois que justement, si on prend des entrepreneurs qui ont vécu une vie et qu'on les met dans un programme universitaire, là, on est Là, c'est différent. Là, on est gagnant. Ouais, c'est ça. Puis c'est exactement, on parlait de ça tout à l'heure, avant qu'on commence à filmer, c'est exactement le constat que je viens de faire avec l'école d'entrepreneurship de Beauce, où je suis tombé en amour avec cette école-là en donnant mon premier cours parce qu'ils prennent des entrepreneurs et ils font à l'envers. Oui. Mais c'est excellent finalement. Oui, c'est ça. Puis, c'est pour les entrepreneurs par des Exact. Et puis ça, c'est très, très, très fort. Mais ce que moi, l'introduction que je faisais par rapport à l'université, c'est que dans ton livre, tu décris aussi c'est quoi un entrepreneur. Donc tu fais comme une définition à différents endroits, puis tu mets des qualités de l'entrepreneur. Tu ne l'as pas dit comme ça, mais moi je pense que tu penses ça. C'est que un entrepreneur doit, et ça, à mon avis personnel, c'est quelque chose que toute personne doit aujourd'hui vouloir, c'est une volonté de constamment apprendre. Et peu importe que ce soit l'université, peu importe que ce soit le web, peu importe où se trouve l'école de leadership de Beauce, peu importe l'entrepreneurship de Beauce, un entrepreneur doit vouloir continuer d'apprendre. Obligatoire. Et ça, tu ne le dis pas dans ces mots-là, mais tu pourras me citer dans ton prochain livre si tu le veux, mais je pense que tu y crois à ça et que tu es comme ça. Je parle beaucoup de curiosité. Oui. Un entrepreneur, je parle beaucoup de curiosité et de généralisme. Un entrepreneur, c'est un généraliste, c'est pas un spécialiste. Il y a des entrepreneurs spécialistes, mais les meilleurs entrepreneurs sont généralistes, préfèrent savoir 1% de son sujet plutôt que 100% d'un seul sujet. Oui. C'est intéressant ce que tu dis. Ça. Et la curiosité, c'est, selon moi, dans le top 2 des ingrédients les plus importants pour un entrepreneur. Être curieux, regardez. Ma femme qui a un esprit entrepreneurial, qui n'est pas nécessairement entrepreneur tel qu'on peut le définir, mais qui a l'esprit entrepreneurial, quand elle mangeait sa soupe, elle aurait pu dire, surtout 9 mois enceinte, oh, je mange ma soupe puis j'ai hâte de coucher. Mais elle, en mangeant sa soupe, elle s'est dit, comment trouver la fameuse recette? Elle avait toujours, elle a fait un lien, elle était à l'affût. La curiosité, c'est être à l'affût. Donc, je crois que la curiosité est un avantage. Ça ne s'apprend pas. Non, c'est curieux ou tu ne l'es pas. Comme la persévérance. Tu es persévérant, tu ne l'es pas. Puis c'est surtout le passé qui prouve si tu es persévérant ou pas. C'est jamais le futur ou le présent. C'est comme le courage, la persévérance. Quelqu'un peut dire qu'il est courageux, mais là, devant un lion, tout d'un coup, il est plus courageux. C'est quand tu vois quelqu'un devant un lion que tu sais s'il est courageux ou pas. Donc, la persévérance, c'est une fois que tu as été persévérant que tu sais si tu as été persévérant. Tu ne peux pas dire, moi, je suis persévérant. Okay, on ne le sait pas. On le sait pas. C'est en rétrospective. Oui, total. Antoine, c'est parce que l'heure avance. Moi, je trouve qu'on a couvert beaucoup des aspects du livre. Est-ce qu'il y a d'autres aspects du livre qu'on voulait faire valoir pour encourager les gens à se procurer ce livre-là? J'avais plutôt une question, vraiment au propos de l'entreprise, parce que j'ai fait un constat un peu en lisant le livre et puis l'histoire de Peu.
c'est que ça, il me semble que l'entreprise est restée lightweight, très lean, très longtemps. Moi, j'ai l'impression en lisant. Trop longtemps. OK. Qu'il y avait toi et Christopher. Ouais. Mais à quel moment? Écoute, on a été seuls des années parce que on était terrorisés de dépenser. Tu sais, quand t'as pas une scène, tu veux pas dépenser. Oui, je comprends. On faisait tout, mais disproportionnément trop, tout. Et encore maintenant, j'ai un peu ce réflexe-là d'attendre beaucoup trop tard avant d'engager quelqu'un. Ouais. C'est peut-être notre training. Ouais. C'est peut-être, tu sais quoi? On fait 20 trucs en même temps. Puis c'est peut-être notre... c'est peut-être la raison de notre succès. C'est qu'on sait tout faire. Croyez-moi, on sait tout faire. Croyez-moi, on sait tout faire. Mettre des stickers sur des dizaines de milliers de bouteilles samedi. Moi, Chris, ma mère, ma soeur, ma femme, on l'a fait. C'est la beauté de l'entrepreneuriat. Puis ça fait de très beaux souvenirs, n'est-ce pas? C'est le meilleur team building ever. Je pourrais pas être fier de faire ce que je fais si je savais pas que j'avais tout fait pour me rendre là. Donc, ouais, très lean. Je trouve que je préfère avoir 3 excellents employés que 10 moyens, entre guillemets. Oui. Donc, ouais. Le même résultat peut-être à la fin, le même output. Ouais, le même output, le même meilleur. Parce qu'une personne passionnée vaut mieux que 100 pas passionnés. Alors, moi, je vais conclure l'entrevue. Je trouve qu'on a Déjà? vraiment... Oui, mais ça fait un bon calendrier. Mais je vais la conclure avec une citation du livre et que j'ai particulièrement aimé, où tu parles de l'entrepreneur. Et tu dis, comme un compositeur qui crée une mélodie ou une chanson, l'entrepreneur crée sa compagnie, développe son idée. Ce feeling est pour moi la meilleure des sensations. Ce que j'aime particulièrement du monde des affaires, c'est qu'on n'a pas besoin d'être le plus grand, le plus rapide ou le plus fort pour y penser. On n'a pas besoin des meilleures notes, etc. On a juste besoin d'une idée, de bien se préparer et de persévérer. Moi, je trouve que ça résume très bien tout ce que tu veux dire et qui nous encourage à aller vers l'entrepreneuriat comme une façon de vivre sa vie, de gagner sa vie de façon honorable, de façon créative et je dirais même en s'inspirant de soi dans la joie. Ah mais si t'es pas heureux lorsque tu fais, ça commence mal. Ouais. Moi-même, dans les moments les plus difficiles, j'ai toujours gardé un côté très positif. Je me suis pas forcé. J'ai juste accepté que la vie, c'est comme ça des fois. T'as pas toujours ce que tu mérites. Ouais. That's life. That's life. C'est correct aussi. C'est vraiment correct. Alors, un mot de la fin, Antoine? Merci, tu as fait un excellent travail d'animation. Ouais, des très cool questions. C'était bon, hein? Et peut-être de ton côté, Nicolas? Moi, je dirais juste vivre l'entrepreneuriat parce que c'est ce qui m'a permis d'être, selon moi, le plus heureux que j'ai jamais été. On t'en souhaite une belle continuité. Oui. Beau lancement à Romreo's Gin. On te souhaite une carrière internationale, rien de moins. Merci. Et encore une fois, merci de ta générosité. Merci d'avoir pris de ton temps pour participer au Sommet du Livre. On l'apprécie énormément. Grand plaisir.